Notre invité ce matin, François Bayrou, maire de Pau, président du MoDem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hommage national rendu lundi aux Invalides, aux 13 soldats morts au Mali. 7 des soldats tués au Mali vivaient à Pau ou autour de Pau, dans la région de Pau. À Pau, François Bayrou, les militaires sont aimés. Oui, c'est notre vie, c'est la vie de notre ville. Il faut savoir qu'il y a à Pau des unités militaires très importantes. Par exemple, beaucoup de ceux qui y sont passés connaissent l'école des troupes aéroportées, l'école de parachutisme, qui est une école qui est au service de l'armée française et de beaucoup d'autres armées européennes. Et puis il y a la plus importante base d'hélicoptères de combat de toute l'Europe. Avec plusieurs unités, là encore. Et c'est une base qui va devenir absolument stratégique dans les années qui viennent. Et puis il y a les forces spéciales, qui ont évidemment une présence discrète, mais extrêmement professionnelle. Et toutes ces unités vivent ensemble, dans la même ville, dans le tissu de la même ville, et avec une reconnaissance et une affection. Tout le monde connaît leur importance, et en même temps, il y a comme une intimité. Leurs enfants dans les écoles, leurs épouses ou compagnons, parce qu'il y a aussi des jeunes femmes qui sont dans ces unités, qui sont dans la vie associative. Et oui, ça a fait, vous imaginez bien, une immense émotion. Dans le rassemblement auquel j'ai appelé, uniquement par le bouche à oreille, il y avait 1000 personnes devant la mairie à 19h. Parce que la ville avait besoin d'exprimer son émotion, sa tristesse, et j'ajoute toujours sa reconnaissance. Pour ceux qui ont donné leur vie. Oui, et ces 13 hommes n'avaient qu'un seul but, nous protéger, disait hier Emmanuel Macron, qui devrait préciser dans les semaines à venir sa stratégie pour le Mali. Alors hier matin, Alexis Corbière était à votre place. Il relayait les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la présence française, la présence militaire française au Sahel. Il faut ouvrir le débat, disait-il, sur cette présence. Était-ce le moment ? François Bayrou. Bon, je ne veux pas juger des déclarations des autres. La France doit-elle changer de stratégie ? Moi, je sais une chose avec certitude. Oui. Quand cette opération a été lancée, à l'époque, c'est François Hollande qui était président de la République. Oui. Quand cette opération a été lancée, il ne restait que quelques heures avant que le Mali ne tombe entre les mains des djihadistes, que l'État malien. Et je ne sais pas si vous mesurez ce que voudrait dire, non seulement pour cette région, mais pour le monde, et pour nous, spécialement nous, occidentaux, européens, français. Ce que ça voudrait dire de voir un mouvement dont le but est la déstabilisation de tout ce que nous sommes, de nos sociétés, de nos systèmes de valeurs, de nos économies, au profit ou au bénéfice de leur vision complètement sectaire. Ce que ça voudrait dire, d'un califat. Ce que ça voudrait dire qu'un État reconnu, membre des Nations Unies, devienne le porte-parole de ces mouvements-là. Vous croyez que l'armée française est là-bas uniquement pour se battre pour les Maliens qui veulent sauvegarder leur État? En partie, parce que c'est crucial. Mais ils sont là-bas pour nous. Ils sont là-bas pour notre société, donc pas question pour nos enfants. D'envisager le départ de nos troupes, pour l'instant. Le jour où on aura rétabli, où ce sera rétabli, un État au Mali, capable d'assurer l'ordre et la sécurité sur son sol, capable de garantir dans les relations internationales qu'il n'y a pas de mouvement de déstabilisation, il n'y a pas de mouvement terroriste qui s'est implanté et qui rayonne à partir de là. Depuis 6 ans, François Bayrou. Eh bien, 6 ans, nous sommes là-bas. Eh bien, il arrive quelquefois qu'on doive... 10, 15, 20 il arrive quelquefois qu'on doive assumer la défense de ce que nous avons de plus précieux loin de nos frontières. Et chacun des soldats qui est là-bas le sait. Chacune des familles le sait. Ne croyez pas qu'ils aient le sentiment d'être éloignés des préoccupations qui sont les nôtres. Ils sont en première ligne
pour ce que nous avons de plus précieux à sauvegarder et à transmettre. François Bayrou, la colère sociale, le 5 décembre. Est-ce que vous pensez que la mobilisation sera forte le 5 décembre? Écoutez, beaucoup de gens disent que oui. Moi, ce que je vous sens... la sentez? Moi, ce vous que avez je connu sens... d'autres mobilisations, oui. Notamment celle de 95. Sans doute. Comparable? Pas du tout comparable. En tout cas pour moi, oui. Je peux vraiment me tromper. Hein. Oui. Tout le monde réagit avec ses intuitions. Ce que je sens moi, c'est que beaucoup de Français réfléchissent. J'ai assisté précisément à Pau à un débat organisé par Sud-Ouest, le journal régional que vous connaissez bien, pour que le Premier ministre et le ministre, le haut-commissaire chargé des retraites viennent s'expliquer sur les retraites. C'est un débat dont j'attendais, parce que tous ceux qui ont voulu ont pu s'inscrire. J'imaginais qu'il allait être tendu, extrêmement difficile. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Les gens se sont mis à réfléchir ensemble, à dire mais cette orientation-là que vous nous donnez, on va y revenir dans une seconde, on va y revenir. Elle nous convient. Sur ce point, on a des inquiétudes, comme s'il y avait une prise de conscience de la société française. Une prise de conscience de chacun pour lui-même, de ce que cette question des retraites signifie pour l'avenir. Alors, parlons-en. Le calendrier est précisé depuis hier par le Premier ministre. Nous aurons apparemment la réforme dans ses détails vers la mi-décembre. Et à l'Assemblée, discussion... à l'Assemblée, au Parlement, discussion au mois de janvier. Que savons-nous? Nous ne savons pas grand-chose pour l'instant. Est-ce que, justement, parce que nous ne savons pas grand-chose, ça réveille toutes les inquiétudes? Est-ce que le gouvernement n'a pas trop tardé, et ne tarde pas trop, à révéler la teneur de cette réforme? Vous savez, les gens qui, derrière un micro, à l'aise dans un studio, comme nous sommes, vous et moi, donnent des leçons aux gouvernants en disant... Je pose la question. En disant Yaka et Faucon, ou y aurait eu K et faudrait qu'on. Vous voyez bien que c'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout ce que j'ai l'intention de faire. Bon. Les principes, on sait très bien ce que sont les principes. Le premier principe, c'est que il y a en France, dans la société française, une question autour des régimes spéciaux. Oui. Donc il faut un sentiment, mettre fin à ces régimes spéciaux. Sentiment d'injustice. Ou particulier, comme on veut. Je vais citer cet exemple qui a déjà été cité par le Premier ministre. Entre le chauffeur de bus à Paris et le chauffeur de bus à Pau, ou au Havre, disait-il, les deux villes dont nous sommes maires, entre ces deux chauffeurs-là, c'est le même métier, c'est les mêmes difficultés. Il y a combien? 10 ans de différence pour l'âge du départ à la retraite. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Donc on est bien d'accord, il faut supprimer ces régimes particuliers. Il faut que les Français aient l'assurance d'avoir un régime qui soit un régime dans lequel les mêmes travaux, le même travail ouvre les mêmes droits. Ce sont des privilèges qu'il faut supprimer. Oui, je veux pas dire ça parce que ça a été fait après la guerre dans une ambiance particulière avec des mobilisations ou des rapports de force, notamment syndicaux. Donc, mais vous voyez, ça c'est la première chose. Bon. Au fond, il y a deux inquiétudes. La première de ces inquiétudes, on vient d'en parler, c'est les questions de justice. Oui. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est pas juste? Il y a une deuxième inquiétude qui est encore beaucoup plus forte. C'est est-ce qu'on va pouvoir longtemps conserver des retraites? Ce que je constate, moi, c'est que les jeunes que je rencontre, les très jeunes, les 20 ans et quelques, ils pensent, pour la grande majorité d'entre eux, qu'ils n'auront pas de retraite. Et vous voyez bien ce que ça fait dans un pays, l'idée que ce système de solidarité, très important, parce que les retraités, et les jeunes retraités en particulier, ils sont très investis dans la vie associative. On va avoir les élections municipales bientôt. Moi, je peux vous dire une chose, les équipes municipales ne
fonctionnerait pas, ne marcherait pas s'il n'y avait pas les jeunes retraités. Les autres, ils sont très occupés par leur vie professionnelle. Et donc, cette nécessité-là de pouvoir se projeter dans l'avenir avec un sentiment de sécurité. Il y aura des retraites, et ces retraites, elles seront préservées dans leur montant, dans leur pouvoir d'achat. Parce que ça permet, il y a des familles recomposées, beaucoup, des gens qui refont leur vie tard, qui ont des enfants tard, et il y a des retraités qui aident leurs enfants. Cette nécessité de sécurité-là, elle est très importante, et quand vous lisez les rapports qui sortent, d'ailleurs bizarre, parce que il y a quelques années, on nous disait qu'il n'y avait pas de problème, et puis aujourd'hui, on découvre qu'il y a des menaces même sur est-ce qu'on va pouvoir continuer à payer les pensions. Vous comprenez les inquiétudes. Est-ce qu'on va devoir travailler plus longtemps? Oui, non, oui. Forcément. Nous devrons, enfin, les générations qui vont venir devront travailler plus longtemps. Je ne sais pas combien d'années cette affaire prendra, mais il n'y a pas un Français de bon sens, et un Français tout court, qui pense qu'on va pouvoir conserver la durée du travail la plus courte, alors que la vie s'allonge et que le nombre de cotisants baisse. Donc il faudra une adaptation au travers du temps. Mais cette adaptation, pour moi, ce qui est le plus important de tout, c'est que on sauvegarde le niveau des retraites. Parce que vous comprenez l'inquiétude l'inquiétude profonde, c'est que on entre dans la retraite et que les pensions s'effondrent en pouvoir d'achat. Là, on a un danger, un risque pour la société. D'après le Conseil d'orientation des retraites, le déficit du régime général, entre 8 et 17 milliards d'euros en 2025. Alors, est-ce qu'il va falloir allonger la durée de cotisation avant 2025? C'est aussi l'une des questions posées. Ça, c'est une des questions qui va être posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on se mette d'accord sur un nouveau système de retraite. Pour que dans 5, 6, 7 ans, je ne sais pas combien... dites-moi que les pensions ne baissent pas. C'est la grande inquiétude, François Bayrou. À juste titre, pas seulement sous la forme les pensions ne baissent pas, mais sous la forme, est-ce que si on ne fait rien, on pourra continuer à payer les pensions ? Parce que c'est l'inquiétude majeure. Alors, encore une fois, moi vous soutenez à fond cette réforme. J'ai plein de questions sur les rapports qu'on nous donne. Si nous nous souvenons bien, vous et moi, il y a 2 ans, il y avait un rapport qui disait pas de problème pour l'équilibre des retraites, l'équilibre du budget des retraites. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on nous dit il y a entre 9 et 17 milliards en 2025, ça fait de déficit. 9 000 ou 17 000 millions. Oui. Parce qu'on donne des chiffres comme ça sans mesurer leur caractère apocalyptique. Donc, donc ça, c'est la principale question. Donc forcément, il y aura une question sur sur la sécurité pour l'avenir des régimes de retraite. Mais il faut distinguer les 2 questions. La première question, c'est est-ce qu'on veut un régime de retraite qui soit un régime de retraite dans lequel le même travail ouvre les mêmes droits. Après, il y a des adaptations nécessaires. La pénibilité est une adaptation nécessaire. Le fait qu'on a commencé à travailler jeune, c'est une adaptation nécessaire. Qu'on a eu des enfants ou pas des enfants. Et tout ça, c'est une adaptation nécessaire. C'est tout à fait gérable. Ça, c'est gérable. Donc, vous soutenez à fond cette réforme. Oui, François Bayrou. Vous n'avez pas... Si vous cherchez dans votre mémoire, vous verrez que j'en ai fait la proposition dans des élections présidentielles antérieures et même parfois bien antérieures. Est-ce que le lien s'est un peu distendu entre les députés et La République En Marche et Emmanuel Macron? Parce que je lis ça, j'entends ça, ou entre le MoDem et Emmanuel Macron. D'abord, est-ce qu'il a commis une petite erreur en accordant un entretien à Valeurs Actuelles, selon vous? Oui, alors je sais qu'il y a des gens qui disent ça. Moi, j'ai une idée simple. Quand on a des idées à défendre, on accepte de les défendre
dans tous les supports de presse avec lesquels on considère au travers desquels on considère qu'on peut s'exprimer. Vous voyez bien qu'il y a dans la société française des sensibilités très fortes, très agressives parfois, et le président de la République avait besoin de dire un certain nombre de choses. Alors il a choisi ce journal-là. Il n'y a rien d'infamant à s'exprimer dans un journal. Vous le feriez pour moi, sans problème. Aucune difficulté. Je l'ai d'ailleurs déjà fait. Le 6 décembre prochain, vous serez entendu par les juges d'instruction du pôle financier. Est-ce que des collaborateurs d'eurodéputés MoDem ont été rémunérés par des fonds publics du Parlement européen alors qu'ils travaillaient en fait pour le parti? C'est la question posée. Non. Vous dites non. Non. Et je n'en dirai pas plus, parce que je fais pas les... je répète une chose que je suis pas juge d'instruction, ni vous. C'est mieux. Mais je suis journaliste. Je répète quelque chose que je vous ai, je crois, déjà dit. Exactement. Et que je vais répéter. Ça n'est pas parce qu'on vous accuse de quelque chose que c'est vrai. Il se trouve que par respect pour l'argent public, par respect pour les règles, par respect, comment je peux dire, précautionneux, parfois même obsessionnel des règles. Il y avait un certain nombre de collaborateurs qui avaient des contrats à mi-temps pour un parlementaire européen et à mi-temps pour notre mouvement. Mi-temps. 40, 60, 30, 60... temps partiel. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça? Mais ils étaient payés pas à temps partiel. Ils étaient payés par le Parlement européen. Pas du tout. Vous voyez bien que vous vous êtes laissé vous-même. Je vous pose la question. Était-il payé? Je me suis laissé de rien du tout, François Bayrou. Je vous demande, et je vous pose la question. Je vous répète, qui les payait? Ils étaient payés pour la fraction de temps par le Parlement européen et l'autre fraction du temps par notre mouvement. Point. Alors. Est-ce qu'on a pu présenter, les preuves? Il y a des calomniateurs, vous en avez reçu même un certain nombre à ce micro, et donc des gens qui, étant des adversaires politiques, vous savez, les adversaires politiques les plus nuisibles, c'est ceux qui ont été près de vous à une certaine époque. Vous pensez à Corinne Lepage? Non, je ne pense à personne. Si. Mais vous avez ça aussi dans les médias. Donc, je vous dis ça, François Bayrou, je sais comment ça fonctionne. Voilà. Je veux dire, donc nous sommes deux à savoir comment ça fonctionne. Il y a une information BFM TV ce matin que BFM a révélée. En octobre 2017, les enquêteurs saisissent votre ordinateur portable. Échange de mails à propos d'un document secret. Un document que se serait procuré, que posséderait Corinne Lepage, justement. Et votre directeur de cabinet s'inquiète, paraît-il, dans ses mails. C'est vrai ou faux? C'est totalement... Le contenu de ce mail est totalement faux. Et c'est pas mon directeur de cabinet. À cette époque, j'étais un collaborateur. Aujourd'hui, il travaille avec moi. Vous voyez... quel produit ce document? C'est ce que vous lui dites. Très, très simple. Que quelqu'un, qui que ce soit, qui dit... vous m'avez fait signer un document mystérieux, qu'ils le produisent. Il se trouve que je suis d'une culture où l'on ne fait pas signer ce genre de document parce que la parole suffit. Vous savez, parole de Maquignon vaut écrit de notaire, dit-on chez nous. Et donc, jamais, moi, la parole me suffit. Après, il est vrai qu'il y a des personnalités sur lesquelles on n'est pas sûr que la parole soit très respectée. Mais vous risquez la mise en examen? Eh bien, écoutez, tout le monde est mis en examen, ou à peu près dans la vie politique française. Vous resterez maire de Pau. Vous voulez qu'on fasse la liste des gens qui sont mis en examen? Je pose la question. Que vous resterez maire de Pau si mis en examen. Écoutez, vous voulez quand même pas que pour une accusation fausse, j'abandonne mes concitoyens. C'est avec eux que je fais la vie. Et donc, je suis maire de Pau jusqu'en avril, à la fin mars prochain. Peut-être après. Vous serez candidat, évidemment, vous êtes candidat. Écoutez, le jour où ma décision sera prise, c'est pas sur le plateau de BFM et de Jean-Jacques Bourdin, c'est au Palois que je le dirai. Alors, vous êtes à Pau, vous n'êtes pas à Paris. Quel est le candidat que le MoDem va soutenir à Paris? Benjamin Griveaux? Écoutez, franchement, la situation à Paris n'est pas bien partie. Non. On est dans une situation, à mes yeux, extrêmement déstabilisée.
avec dans une situation paradoxale absolument. Pourquoi ? Les Parisiens, dans toutes les enquêtes, veulent que Madame Hidalgo quitte la mairie, veulent une alternance à Paris, trouvent que Paris n'est pas bien géré. Et ils cherchent, et ils n'aperçoivent que division, qu'affrontements et peut-être que personnalités qui correspondent pas parfaitement à ce qu'ils attendent. Alors que faire ? Eh bien, il faut que tout le monde réfléchisse. Il reste... Que demandez-vous ? Peu de semaines. Que demandez-vous ? Non, je demande rien, je demande qu'on réfléchisse. Il reste peu de semaines pour essayer de trouver une situation plus un nouveau candidat stable. Un nouveau candidat. Je ne veux pas m'exprimer sur ce point. Donc, vous voyez bien que la situation n'est pas formidable. Donc, vous allez soutenir Benjamin Griveaux ? Écoutez, je sais bien que vous avez l'habitude de faire des oukases, de poser des questions sous forme d'oukases. C'est pas mais d'oukases, c'est des questions laissez-moi. Ce sont des questions directes qui méritent réponse Eh directe. bien, question directe. Laissez-moi la liberté de dire que ça n'est pas au micro de Jean-Jacques Bourdin que cette question va trouver une réponse. Nous sommes à Paris. Non, nous sommes en France. Parce que Pau, c'est en France aussi et Paris aussi. Bien, merci François Bayrou. Merci d'être venu nous voir.